Stéphane, bonjour à toutes et à tous et je remercie le comité scientifique du MAPAR de m'avoir invité pour adresser cette question. Et lorsque j'ai vu l'intitulé « Les bons réflexes pour limiter l'inflation hydrosodée à la phase aiguë », je me suis posé une question parce que Jacques m'avait effectivement prévenu que le MAPAR se délocalisait. Mais lorsque j'ai vu réflexe et inflation, je me suis d'abord rendu à Bercy pour me rendre compte qu'en fait, ce n'était pas l'endroit du congrès. Alors, je dois déclarer un certain nombre de liens d'intérêt et vous dire aussi que je partage avec le professeur Vincent et avec un certain nombre d'entre vous une tendresse toute particulière pour la physiologie. Et on va en parler sur quelques diapositives très rapides. Le premier élément, vous le savez, c'est que les transferts transcellulaires et transvasculaires doivent se comprendre à l'aune de la découverte récente de ce qu'est le glycocalyx, cette fine couche qui recouvre la paroi endothéliale et qui concentre les protéines à proximité des cellules endothéliales. Et dans certaines circonstances, ce glycocalyx va être lésé en situation d'ischémie et de reperfusion, en situation inflammatoire et également dans toutes ces situations qui finalement rassemblent de l'ischémie, de la reperfusion, de l'inflammation, mais aussi certaines situations dans lesquelles le facteur atrial natriurétique est sécrété en quantité trop importante, et notamment lorsque nous sommes un petit peu trop énergiques avec le remplissage vasculaire. Tout ceci aboutit à passer la tondeuse, comme on l'entend actuellement, sur le glycocalyx pour finalement laisser une paroi vasculaire complètement rasée et avec un effet oncotique qui s'exerce beaucoup moins bien. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en situation inflammatoire, il y a une augmentation de la perméabilité transcellulaire pour des raisons multiples. Et très régulièrement, nos patients ressemblent au petit bonhomme Michelin avec des conséquences de cette surcharge liquidienne qui s'exerce à peu près au niveau de tous les organes. On sait également que la physiologie des transferts transmembranaires et transcellulaires des différents fluides qu'on administre sont particulièrement variables. On sait aussi qu'en situation physiologique, en fonction du fluide qu'on étudie, eh bien il en reste une quantité importante au niveau du secteur vasculaire, mais lorsqu'il s'agit par exemple de sérum glucosé ou de soluté dit balancé, eh bien la proportion qui persiste dans le compartiment intravasculaire est beaucoup plus faible. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que finalement ce schéma-là, dont on a l'habitude, il est très dépendant du contexte. Et ce schéma-là peut complètement être modifié en situation inflammatoire, de traumatisme, de sepsis. Et d'une part, la partie de fluide qui va rester dans le compartiment vasculaire et la durée de persistance dans le compartiment vasculaire va être réduite de façon majeure. Alors malheureusement, ou heureusement, eh bien, on a un certain nombre d'outils pour évaluer un petit peu ce degré de surcharge. La bilance hydrosodée, dont on a parlé des avantages et des inconvénients, le poids, et puis l'examen clinique. On sait également que la ventilation en pression positive va induire une stimulation très importante des barorécepteurs et va induire, percer une rétention hydrosodée. On sait par exemple que la mise en place d'une pression téléexpiratoire va augmenter la rétention liquidienne par un facteur 2. On sait également que la ventilation mécanique va induire une augmentation de la résistance au niveau des vaisseaux pulmonaires, soit des vaisseaux qui sont autour de l'alvéole, soit des vaisseaux qui sont directement au contact de l'alvéole. Et c'est uniquement lorsqu'on est au niveau de la capacité résiduelle fonctionnelle que la résistance à l'éjection du ventricule droit va être la plus faible. Dans les autres circonstances, eh bien, cette résistance augmente et la surcharge qui s'oppose au niveau du ventricule droit augmente. Alors, quels sont les réflexes qu'on peut proposer contre l'inflation ? La première, c'est d'être au courant du problème, et je crois que le professeur Vincent nous a bien sensibilisés. La deuxième, c'est connaître les situations les plus à risque. On va aborder les aspects quantitatifs, puis les aspects qualitatifs des perfusions. On va essayer d'adopter une approche pragmatique et raisonnable de l'expansion volémique, un petit peu une gestion de bon père de famille, une utilisation raisonnée des diurétiques, et puis je vous donnerai certains conseils de grand-mère qui pourraient être donnés aussi par d'autres personnes. Alors, vous connaissez peut-être ce proverbe « à chaque pot son couvercle ».
Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, c'est une discussion, des échanges en réanimation. L'infirmière à l'interne, John, tu n'as prescrit que 2 entretiens et le patient a un cathéter à 5 voies. Et l'interne à l'infirmière, oh, toutes mes excuses, effectivement, je te prescris ça tout de suite. Et donc, le patient, sur chacune de ces voies, va avoir 500 ml de soluté et de manière un petit peu insidieuse, et uniquement parce qu'il a un cathéter 5 voies, va voir sa balance hydrosodée augmenter de manière assez un petit peu importante. Alors, qu'est-ce que c'est que la vraie vie? Une belle étude qui a été réalisée sur plus de 10 000 patients, 105 000 jours de réanimation, où finalement les auteurs ont analysé de façon extrêmement précise tous les apports de façon quantitative et qualitative en réanimation. Que montre cette étude? Eh bien, tout d'abord que finalement, sur un séjour entier, la part de fluide qui correspond, on dirait, à la réanimation initiale, eh bien, c'est très peu, c'est 6%. La part la plus importante, c'est ce qu'on trouve ici qui s'appelle le fluid creep, qui correspond finalement à l'apport qu'on utilise pour les solutés concentrées, pour maintenir ouverts les accès vasculaires et pour l'administration des médicaments. Et à l'ensemble du séjour, ça représente à peu près 645 millilitres. Et ce qui est très grave, c'est que finalement, la part respective de ce fluid creep, ici, en orange, eh bien, elle augmente en jaune, entre le premier jour et le 5e jour de l'admission. Et vous voyez que la part respective de ce qu'on utilise pour la réanimation initiale, eh bien, cette proportion diminue de manière particulièrement sensible. Alors c'est important parce qu'on voit aussi que les apports qualitatifs, et notamment ici les apports de sodium et de chlore, sont très éloignés finalement des objectifs, notamment pour les objectifs sodés, qui sont de 1 millimol par kilo et par jour. Et donc finalement, on arrive avec ces régimes de fluides-là à une accumulation particulièrement importante de chlore. Et cette accumulation de chlore, elle est d'autant plus importante qu'on utilise par exemple ici des solutés balancées par rapport à des solutés hypotoniques. Et vous voyez que dans cette simulation qui avait été réalisée, il y a un écart de plus de 30 millimoles par litre d'apport chloré. Et pourquoi est-ce que l'apport chloré peut être un problème? Eh bien parce que l'apport chloré va alimenter ce qu'on appelle le feedback tubulo-glomérulaire, et que vous connaissez peut-être dans un autre contexte. Lorsque la charge chlorée augmente, et lorsqu'elle est filtrée, eh bien cette charge chlorée va être perçue par la macula densa, qui va induire en fait une vasoconstriction de l'artériole afférente, va augmenter finalement la résistance et va diminuer le débit de filtration glomérulaire. Donc l'augmentation de la charge chlorée au niveau du tubule va diminuer par un mécanisme physiologique le débit de filtration glomérulaire. On sait également, et le professeur Vincent en a parlé, qu'il y a différents phénotypes, et notamment dans la RDS, ce sont les travaux de Lorraine Biwer. On sait qu'il y a notamment des profils plutôt hyper-inflammatoires, des profils plutôt hypo-inflammatoires, et ces différents profils ne répondent pas de la même manière à l'expansion volémique. Ainsi, si on prend les profils hyper-inflammatoires, eh bien, ce sont probablement des patients en ARDS qui ont plutôt un effet défavorable d'une stratégie liquidienne qui serait dite libérale, alors que des patients qui sont plutôt hypo-inflammatoires eh bien, ont plutôt des bénéfices d'une stratégie qui est libérale. Donc encore une fois, il faut s'adapter aux patients, une approche personnalisée. Et dans cette approche personnalisée, eh bien, l'analyse de ce que nous donne l'examen ultrasonore peut être important. Une étude qui a été réalisée au Canada sur 145 patients où finalement les auteurs se sont intéressés à différents profils Doppler au niveau des veines hépatiques, au niveau de la veine porte et au niveau des flux au niveau rénal, à la fois artériel et veineux. Qu'est-ce qu'ont observé les auteurs? Eh bien, ils ont finalement pu déterminer que le score VEXUS-C était le plus performant et que lorsqu'il y avait l'association d'un diamètre de la veine cave qui était supérieur à 2 cm, avec des anomalies sévères dans les différents endroits insonnés, eh bien c'est là que le risque de développer une insuffisance rénale était le plus important. Vous avez ici 2 exemples, un patient qui ne va pas développer d'insuffisance rénale, ici un patient qui va développer une insuffisance rénale. Et ce qui était intéressant, c'est que ce score-là, lorsqu'il était comparé à une valeur de pression veineuse centrale supérieure à 12 mm de mercure, était plus performant pour prédire la survenue d'une insuffisance rénale. Donc des outils à s'approprier pour identifier plus précisément le risque de surcharge.
Alors, est-ce que la solution, finalement, réside dans le choix des fluides qu'on administre? Peut-être étiez-vous à la première présentation ce matin, la professeure Anne-Claire Lukasiewicz, elle a évoqué ces points-là, et notamment tout l'intérêt qu'il y a d'administrer des solutions qui contiennent moins de chlore, et des solutions dont le Strong Ion Difference in vivo se rapproche le plus de la concentration plasmatique en bicarbonate. Et effectivement, c'est lorsque ce Strong Ion Difference physiologique ou in vivo se rapproche le plus de la concentration plasmatique de HCO3- qu'on a les moins grandes ou les plus faibles répercussions sur le statut acido-basique et sur le statut électrolytique. Première étude qui avait été réalisée et qui finalement avait comparé une stratégie avec des solutions balancées par rapport à du NaCl à 0,9%. Vous voyez finalement des effets relativement modestes, mais qui tenaient sans doute au design de l'étude qui avait été choisie. Une autre étude réalisée aux États-Unis sur un effectif de patients beaucoup plus important, 15 000 patients qui avaient comparé du NaCl à 0,9% à des solutions balancées, et un critère d'évaluation composite qui était le Major Adverse Kidney Event dans les 30 premiers jours. Et cette étude était positive, avec un apport, quel que soit le type, qui était relativement réduit, en moyenne pas plus de 2000 millilitres de soluté à l'étude. Et dans cette étude, un effet qui était significatif sur le critère composite, qui n'était par contre pas significatif sur les autres critères. Et lorsqu'on avait l'apport de soluté balancé, moins de concentration de chlore et un petit peu plus de bicarbonate. Il fallait traiter 94 patients pour finalement réduire l'incidence de ce critère d'évaluation composite. Jacques Duranteau nous parlera plus tard des fluid challenge, j'irai assez rapidement. On sait qu'il faut éviter les fluid challenge qui ne sont pas nécessaires, les réaliser avec de faibles volumes et mesurer leurs effets. Et il faut aussi se méfier de certaines modifications respiratoires de la pression pulsée qu'on pourrait interpréter à tort comme des situations de précharge dépendance et qui en fait traduisent plutôt un état de cœur pulmonaire aigu. A l'inverse, chez les patients qui ont un syndrome du compartiment abdominal et qui n'augmentent pas leur volume d'éjection systolique après une épreuve de levée de jambe, on pourrait conclure à tort qu'ils ne sont pas précharge dépendants alors qu'ils le sont, mais que l'hyperpression intra-abdominale empêche le retour de sang veineux splanchnique vers le cœur droit. Donc des situations à connaître pour ne pas méconnaître à tort des situations d'hypovolémie. Alors Jean-Louis Vincent a développé un petit moyen mnémotechnique pour le fluid challenge que je partage avec vous, c'est l'acronyme TROLL. On va réfléchir au type de fluide, à la vitesse d'administration, à l'objectif hémodynamique et aux limites qu'on se fixe. C'est assez utile et moi c'est ce que j'enseigne à mes internes. Et puis, on en a parlé, il y a deux phases. Il y a la première phase de réanimation particulièrement active et puis vient le temps de la déressuscitation ou déréanimation. Et vive ce que vivent les roses, et moi j'aime bien cet acronyme, alors qui est l'équivalent du SOD dont nous a parlé le professeur Vincent, et on voit ici la succession des différentes phases, avec une phase de réanimation précoce, phase au cours de laquelle on n'a pas toujours un monitorage hémodynamique particulièrement poussé, et lorsque les choses se stabilisent et qu'on peut être un petit peu plus fin, on va viser progressivement une balance hydrosodée négative sur 2 jours, avant éventuellement de réaliser une soustraction peut-être un petit peu plus active avec l'aide de diurétiques ou avec l'aide de l'épuration extrarénale. Vous avez ici un espèce de compromis entre les situations de tolérance ou d'intolérance au fluide et les situations de réponse potentielle au remplissage vasculaire ou au contraire de non-réponse. Et dans les situations de zone grise ou ici orange ou jaune, peut-être qu'on peut tester la réponse au diurétique. On peut le tester notamment pour savoir s'il y a un risque d'évolution vers une insuffisance rénale Cadico 3 chez les patients qui ont un stage 1 ou 2. Pour ce qui concerne les diurétiques, j'irai assez vite, il faut encore revenir toujours à la physiologie et savoir aussi que finalement les diurétiques de Lens, lorsqu'ils sont administrés, ils vont agir à ce niveau-là, au niveau du cotransporteur NaCl, et que lorsqu'on est tenté de les associer à l'albumine, il faut se souvenir qu'il y ait une résistance partielle à l'action du furosémide en cas d'hypoalbuminémie, donc la supplémentation et l'albulix peut fonctionner,
mais seulement dans certaines situations, lorsque l'hypoalbuminémie est sévère, lorsqu'on administre des doses importantes d'albumine, et ça ne marche que pendant une durée courte. Pour un usage raisonné des diurétiques dans cette situation, je vous invite à lire ce très bel article du professeur Joannidis. On a d'autres choix que le furosémide, et Manon nous en parlera peut-être. On peut utiliser les thiazidiques, on peut utiliser les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, et là encore, le critère de choix va se faire un petit peu en fonction de la situation clinique. Eh bien, l'association furosémide-thiazidique, on va l'utiliser en première intention en situation d'hypernatrémie, alors qu'on utilisera plutôt l'aldactone lorsqu'on est en situation d'hypokaliémie. Vous avez ici les avantages et les inconvénients des différentes associations sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'appesantir. Alors, pour en arriver un petit peu à des recettes de cuisine et à mes conseils, eh bien, le premier, eh bien, c'est d'essayer de mettre le patient en ventilation spontanée et pourquoi pas le sevrer du support respiratoire à chaque fois que c'est possible pour éviter cette augmentation des pressions intrathoraciques, réduire ce qu'on appelle les liquides de maintien des voies ouvertes de fluid creep à chaque fois que c'est possible. Le sérum salé isotonique, il faut savoir qu'il reste dans notre arsenal thérapeutique et peut être utile notamment en situation d'hyponatrémie ou d'alcalose hypochlorémique, que dans toutes les situations, en fait, il faut individualiser notre apport de fluide et dans toutes les situations, réévaluer la situation et fixer des limites et des buts. En conclusion, eh bien, les apports sont un médicament, il faut les considérer comme tels. On peut être libéral à la phase aiguë, mais de façon très transitoire et restrictif ensuite. Il faut connaître nos outils, notamment nos outils de monitorage hémodynamique et leurs limites. Et puis, vous le savez, beaucoup de choses changent. La physiologie ment assez rarement. Et une approche équilibrée, sans dogme, est peut-être une solution. Et vous le savez également, c'est la dose qui, très régulièrement, fait le poison. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous invite à venir visiter Strasbourg à l'occasion.